Bien, bah écoutez, je vous propose, sans plus attendre, de démarrer doucement par cette petite introduction. Bonsoir à toutes et à tous, et merci d'avoir répondu présent pour ce troisième rendez-vous citoyen dans le cadre de la Banque citoyenne européenne, qui aura pour sujet, un sujet néanmoins brûlant, non moins brûlant, face au risque climatique, la Banque centrale européenne à l'heure des choix. Alors il est vrai que la politique monétaire exerce une influence capitale, particulièrement depuis d'ailleurs la crise des subprimes, sur le système financier, le fonctionnement des marchés, l'appétit des investisseurs, l'activité des banques. De plus en plus de banquiers centraux aussi théorisent l'impact du climat sur la finance et de la finance sur le climat via des rapports, des groupes de travail, et alors que la prise de conscience environnementale, bien sûr, se fait de plus en plus prégnante dans la société. Alors on va pouvoir se poser ces questions-là ce soir. Quel est le rôle de la politique monétaire vis-à-vis du risque climatique ? Qu'est-ce que peuvent faire les banques centrales pour adresser ce risque financier, pour diriger la politique monétaire vers une trajectoire plus soutenable pour la planète? Et pour donc discuter de ce sujet brûlant, on ne sera pas trop d'être quatre ici. Je suis avantageusement accompagné de Jésabelle Coupé-Soubéran. Jésabelle, bonsoir. Bonsoir Mickaël. Alors, Bonsoir à tous. bonsoir, merci Jésabelle d'avoir répondu présent à notre invitation. Tu es économiste, tu m'arrêtes si je dis une connerie bien sûr, tu es économiste, C'est peut-être une bêtise déjà, je sais pas. maîtresse de conférences à l'Université Paris 1, professeur associé à l'école d'économie de Paris, pardon, et conseillère scientifique pour l'Institut Veblen. Et tu es spécialisée des questions bancaires, régulation financière et politique monétaire. Et je suis également accompagné de Jean-Pierre Landau. Jean-Pierre, bonsoir. Bonsoir. Et merci d'avoir également répondu à notre invitation. Donc Jean-Pierre, tu es aussi économiste et spécialiste des questions monétaires en particulier, mais avec un profil un peu différent puisque tu es haut fonctionnaire français à la retraite, donc avec une liberté de parole retrouvée qu'on appréciera, je l'espère, ce soir. Et en vrac, je dirais, tu as eu un rôle donc à l'inspection générale des finances. Tu as été aussi administrateur pour la France au FMI et à la Banque mondiale, donc c'est vrai que tu as pu regarder ces questions-là de près, donc ton éclairage sera très, très intéressant sur ces questions. Pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je suis Michael Vincent, économiste moi aussi, et notamment président de l'association Green Intervention, engagé sur les réformes économiques et politiques pour la transition écologique et solidaire à Bruxelles, et je serai votre hôte ce soir. Nous sommes également en direct sur Facebook Live et sur Twitch. N'hésitez pas à participer dans le chat et à poser vos questions puisque cet atelier se veut participatif au maximum. Avant de rentrer dans le vif du sujet, on sera probablement live jusqu'à 17h45, 20h, 19h45, pardon, 20h. Mais je laisse la parole à mon amie et collègue Sarah Zamoum, qui est coordinatrice du projet de la Banque citoyenne européenne pour le compte de Positive Money, qui va nous rappeler un petit peu les faits là-dessus. Et pendant que tu prends la parole, je vais tout de suite partager un petit slide d'illustration. Bonsoir à tous. Excuse-moi, Sarah, je n'ai pas les droits de partage. C'est intéressant ça. Bon, c'est pas très grave. Ne réglez rien chez vous. Voilà, cette émission est réalisée par des professionnels. Tout va bien. On est bon. Exactement. Mais pourtant, tu y avais accès tout à l'heure. Voilà, nickel. Mien, Alors ça, ce n'est pas les bons slides. Voilà, encore une c'est le fois. mien. On arrive. Et voilà, donc normalement, vous devriez voir. Hop, je mets ça du coup Là, sur on le y est. côté. Voilà, là, on y est. En tout cas, Je les vérifie que le citoyens. retour est bon sur Twitch aussi. C'est nickel. Ouais. Voilà. Excuse-moi, Sarah, je reprends donc cette Banque citoyenne européenne. Où est-ce qu'on en est? On est déjà au troisième rendez-vous et de quoi il en retourne? Oui, exactement. Alors, je vais pas refaire le topo parce que je pense que les citoyens qui nous ont joints lors des rendez-vous précédents connaissent déjà le principe. Donc, l'idée, en fait, est qu'on a développé une plateforme pour permettre aux citoyens de 5 pays différents de la zone euro, donc les Pays-Bas, l'Espagne, l'Allemagne, la France, l'Italie, de pouvoir émettre des recommandations, faire des propositions et émettre des recommandations selon des orientations qui ont été identifiées et que les citoyens peuvent d'ailleurs modifier sur la plateforme. Donc l'idée est que chacun, vous puissiez
vous saisir des questions monétaires. Et même si vous n'êtes pas un expert en la question, on a développé cette plateforme avec des contenus pédagogiques pour que vous puissiez en apprendre davantage sur la Banque centrale européenne qui a un impact quand même considérable sur nos vies quotidiennes, notamment par exemple lors de la crise du Covid. Elle a eu un rôle majeur et je pense on en parlera peut-être aussi un peu ce soir. Et donc, la plateforme est ouverte depuis déjà quelques semaines. Elle sera ouverte jusqu'au 30 mai. Et donc, l'idée est vraiment que vous puissiez participer, donner votre avis, que vous soyez expert ou non. Participer également à une assemblée citoyenne qui aura lieu à la fin du processus. En France, elle aura lieu les 4 et le 5 juin. Et donc, vous pouvez dès à présent vous inscrire pour participer à cette assemblée qui réunira 35 citoyens tirés au sort. Et durant cette session, ils pourront délibérer sur les propositions qui auront reçu le plus de votes et sur les une ou deux orientations qu'ils considèrent que la Banque centrale européenne devrait prendre. Je ne vais pas m'attarder davantage sur le détail. On vous partagera, d'ailleurs, je vois que mon collègue Stan l'a fait, dans le chat, on vous partagera donc les liens vers la plateforme et pour aussi s'inscrire à l'Assemblée citoyenne à laquelle vous êtes tous invités à vous inscrire. Oui, voilà, je pense que c'est un rappel absolument salutaire, Sarah, et je t'en remercie, puisque bon, c'est vrai que là, comme je disais, on est sur le 3e rendez-vous atelier citoyen avec des intervenantes et des intervenants de qualité, mais bien évidemment, cette initiative, c'est bien plus qu'une série de webinaires, hein. L'idée, moi j'avais tendance à le résumer comme étant une espèce de convention citoyenne de la politique monétaire. Donc l'idée, c'est que passer cette phase de webinaire, il faut absolument mettre aussi en avant donc, cette plateforme sur laquelle tout à chacun peut s'inscrire, peut retrouver bien évidemment les webinaires précédents, peut s'inscrire au webinaire suivant, va aussi pouvoir trouver donc des liens bibliographiques, et on en rajoutera aussi, je crois que Jean-Pierre et Jésabel ont aussi de quoi contribuer comme ça au débat. Et puis pour cette assemblée citoyenne finale, délibérative, sur laquelle il y aura donc l'occasion d'élaborer des propositions pour la politique monétaire. Donc venez pour les webinaires, mais restez, s'il vous plaît, pour toute la phase participative de collaboration et donc de rédaction de ces propositions. Voilà, le site europeancitizenbanks.fr et puis donc le lien est sur le chat, parfait, donc c'est très très bien. Et puis si vous avez des questions, n'hésitez pas bien évidemment à nous interpeller sur Twitter, Sarah, moi-même sommes actifs si il y a besoin. Alors, on va maintenant rentrer dans le vif du sujet avec Jésabel et Jean-Pierre. Le temps de montrer le slide que je voulais afficher. Magnifique. Voilà, donc avant de démarrer, je voulais juste prendre 3 minutes, j'ai déjà beaucoup parlé, pour résumer un peu la thématique et puis faire aussi un petit rappel des épisodes précédents, puisque on est sur une série de 5 webinaires, on en est déjà au 3e. On l'a vu lors de la première séance, d'ailleurs, je vais plutôt mettre les caméras ici, voilà. On l'a vu lors de la première séance, la BCE... c'est avant tout aussi un mandat qui définit ses objectifs. Donc une cible d'inflation, on en avait parlé lors de la première séance, et notamment parmi d'autres objectifs, le rôle de superviseur bancaire, la stabilité, avec un S, elles sont doubles, la stabilité des prix et la stabilité du système financier. Donc c'est un mandat qui est issu d'un accord politique au départ, hein. Donc il y a eu une influence, je dirais, indirecte des citoyens, ou en tout cas de la force politique au départ dans la construction de ce mandat. Et c'est aussi là que l'influence politique, techniquement, elle s'arrête, puisque la BCE agit en toute indépendance dans les limites de son mandat. Mais c'est là aussi c'est là-dedans aussi que s'inscrit cette banque citoyenne européenne, cette initiative, c'est que la BCE a entamé une revue stratégique qui est l'occasion de revisiter ce mandat. D'ailleurs, la Fed, donc la Banque centrale américaine, a par exemple mis à jour son mandat très récemment. Donc c'est aussi dans ce timing de refonte du mandat et des outils que la BCE a à sa disposition que cette initiative s'inscrit. Donc on va d'abord se demander si le risque climatique est dans le mandat de la BCE, directement ou indirectement, et s'il ne l'est pas, s'il devrait y être, selon les interprétations, puisque comme on le voit sur cette initiative, un mandat, ça se change aussi. Dans un second temps, et c'est ce qu'on avait vu aussi lors du deuxième
webinaire de la semaine dernière, on a vu que les outils utilisés par la BCE pour exercer sa politique monétaire étaient principalement actifs sur les canaux bancaires et financiers. Les taux directeurs, les LTRO, donc qui consistent en fait à des prêts soit de court terme, soit de long terme dans le cas du LTRO, LT étant pour long term, mais aussi par l'assouplissement quantitatif. Donc ces outils-là sont plutôt à destination du canal bancaire et financier, avec donc bien sûr l'objectif pour que les banques et les marchés fassent ensuite leur travail pour percoler vers les citoyens, vers les entreprises, vers l'économie réelle. Donc la BCE, c'est avant tout, pour l'instant, et c'est ce qu'on a vu essentiellement lors de la deuxième séance, que les outils qui sont utilisés sont à destination donc, du système financier avant tout. Mais ce système financier, j'englobe du coup la Banque centrale dedans, a un lien plus ou moins fort avec le climat et l'environnement. La finance, d'une part, a un effet sur le climat qui peut être positif ou négatif. Pour en citer par exemple des choses un peu négatives, on sait que voilà, les marchés peuvent financer par exemple des activités polluantes ou peuvent avoir une recherche parfois court terme du rendement qui n'est pas forcément compatible avec le côté plus soutenable. Donc il y a un effet, je dirais, du système financier sur l'environnement et le climat, mais la réciproque est vraie aussi. C'est-à-dire que le climat a aussi un effet sur le système financier, bien évidemment, et le climat est un risque pour la finance. Ça a été théorisé, on aura l'occasion d'en reparler avec nos intervenants. J'imagine que les mots voilà, de risque physique, de signes verts, de tragédie des horizons sont peut-être des choses qui vont revenir, mais voilà, ce qu'il faut retenir, c'est que le système financier et le climat, il y a un lien aller-retour qui sera intéressant d'explorer, puisque comme l'action de la BCE est avant tout exercée via les canaux financiers et bancaires, de voir un petit peu comment cela se traduit aussi sur le climat et vice-versa. Donc nous verrons dans un second temps ce que la BCE peut faire par rapport à cet axe finance-climat, finance vers climat et climat vers finance. Et enfin, dans le reste du temps qui nous sera imparti, si en pratique la politique monétaire est exercée via ces canaux, on verra aussi ce qui peut être fait, ce qui pourrait être fait par la BCE via les autres canaux à déterminer. C'est donc ainsi que je me tourne vers vous deux, Jean-Pierre et Isabelle, peut-être en commençant par toi, Jean-Pierre, si tu le veux, et n'hésite pas à me dire si tu veux utiliser un slide. Est-ce que le climat, finalement, dans le mandat, est-ce que ça fait partie du mandat actuel de la BCE? Est-ce que finalement le climat, c'est une question pour la politique monétaire? Alors, je te remercie beaucoup de... Pardon. Je te remercie beaucoup de... Tu m'entends là? Oui, nickel. T'inquiète pas, on est entre nous. Je te remercie beaucoup de pouvoir de me permettre de participer à ce débat. Je crois qu'il y a une distinction très importante qu'il faut faire dès le départ et que ton merveilleux schéma à la fois illustre et confond un tout petit peu. C'est la distinction entre la monnaie et la finance. Donc, verdir la finance et verdir la monnaie, ce sont deux choses tout à fait différentes. Et agir sur la finance et agir sur la monnaie, ce sont également deux choses tout à fait différentes. Donc, on a des mécanismes financiers, il existe des banques, il existe des marchés financiers, et on peut avoir une interrogation très très légitime sur la manière dont ils fonctionnent, sur leur efficacité relative, et si d'une manière ou d'une autre, ils internalisent ou non le risque climatique, et comment les amener à internaliser le mieux possible le risque climatique. Et toutes ces questions sont posées aujourd'hui dans un appareil de supervision et de réglementation financière qui est un appareil essentiellement gouvernemental. Donc la régulation financière dans nos pays, elle n'est pas détachée du pouvoir politique. Parce que les arbitrages financiers qui sont faits entre efficacité, souplesse, capacité à orienter ou non les flux financiers, stabilité, instabilité, tout cela, les gouvernements ont considéré qu'ils n'avaient pas à en donner un mandat précis à aucune institution indépendante. Il n'y a pas de mandat de stabilité financière des banques centrales et qu'il leur appartenait à eux de faire les arbitrages nécessaires.
Donc, on est dans le domaine de la sphère gouvernementale directe. La régulation financière, c'est une affaire gouvernementale. Et donc, la décision de savoir comment, le cas échéant, on verdit la finance, c'est une décision gouvernementale. La monnaie, pour des raisons sur lesquelles on peut beaucoup revenir, un choix de gouvernance différent, un choix fondamentalement démocratique, tu l'as souligné toi-même, un choix politique de départ, on a choisi de la dépolitiser et donc de la laisser en dehors du champ d'intervention gouvernementale. Et donc la question de savoir comment on agit à travers la monnaie et comment on agit à travers la finance est complètement différente d'un point de vue de l'examen des politiques d'une manière générale, des politiques publiques d'une manière générale et des politiques notamment climatiques en particulier. On a choisi, nous concernant, de créer une sorte d'agence indépendante, de même qu'on a créé une agence du médicament, de même qu'on a créé des agences de télécommunications, une agence indépendante à qui on a donné un objectif précis, qui est celui de nous donner suffisamment de monnaie, mais pas trop pour qu'on préserve la valeur de cette monnaie. C'est le sens de cette indépendance. On a fait ce choix, on a fait le choix de dépolitiser la monnaie, et à partir du moment où on a choisi de spécialiser une agence ou une institution, la Banque centrale en l'occurrence, sur un objectif bien précis et non politique, on a décidé, quelque part, de ne pas utiliser cet instrument pour d'autres objectifs. Voilà ma réponse pour le moment à ta question, mais je serais ravi d'élaborer par la suite. Mais du coup, je vais peut-être donner la main à Jésabel, peut-être pour une réaction, mais peut-être pour résumer aussi pour nos auditeurs. Donc si je comprends bien, c'est que tu dis que, Jean-Pierre, la question du lien entre finance et climat, elle existe, elle se pose, mais elle est finalement plutôt une question pour l'exécutif, puisque c'est à eux que la régulation financière, effectivement, la tâche incombe, mais que la question de la monnaie et la question de la finance, c'est des choses quand même séparées. Oui, c'est ce que je dis. Et si tu me permets, tout à l'heure, je montrerai une slide qui développe cela, mais c'est peut-être pas le moment maintenant. Ça marche, merci. Jésabel, la parole est à toi. Ouais. Merci pour l'invitation. Alors, moi, j'ai peut-être pas le même point de départ, au fond, parce que je ne souscris pas tellement à cette dissociation là, très, très marquée par Jean-Pierre entre la monnaie et la finance. Précisément parce que je pense que dans le processus de financiarisation des dernières décennies, eh bien, la frontière entre monnaie et finance s'est considérablement brouillée. D'accord. Et les banques centrales, aujourd'hui, eh bien, elles agissent massivement sur les marchés financiers. On va y revenir. Et ça a pour conséquence, d'ailleurs, de financiariser beaucoup la monnaie. Je reviendrai peut-être sur cet aspect-là un petit peu plus loin, mais je voudrais, cela étant, avancer en étant un peu plus concrète. À mon avis, on peut pas dire à la fois que la finance ça a quelque chose à voir avec le climat et que ce n'est pas le job des banques centrales. Je dirais pour deux raisons. La première raison, c'est que l'action des banques centrales eh bien, contribue grandement à déterminer le prix de l'argent. D'accord ? Et ça veut dire qu'en fait, si elles ne font rien en matière climatique, eh bien, le prix de l'argent auprès d'une banque ou sur les marchés financiers pour une entreprise qui est trop polluante ou qui émet trop de gaz à effet de serre sera exactement le même que pour celle qui, au contraire, essaie de s'adapter, essaie de respecter l'environnement, essaie de faire en sorte qu'on se retrouve sur une trajectoire de réchauffement climatique soutenable. Donc, si la Banque centrale ne fait rien, pour arriver justement à dissocier le prix de l'argent entre des entreprises qui jouent le jeu et d'autres pas, eh bien ça va être un problème. Et pareil d'ailleurs pour les banques, surtout. Donc, il me semble qu'on ne peut pas compter uniquement sur les marchés pour cela. Les marchés, jusqu'à présent, ont été absolument incapables de fixer ce qu'on appelle une prime de risque climatique, c'est-à-dire de dissocier le prix de l'argent pour des entreprises qui sont trop émettrices de gaz à effet de serre et pour d'autres. Le marché est en échec
en fait, vis-à-vis du changement climatique. C'est une grande défaillance de marché. C'est comme ça d'ailleurs que ça a été défini dans un rapport important en la matière, le rapport Stern, qui date de 2006, qui sert de référence, qui a été pas mal repris. Et à la Banque centrale européenne, Christine Lagarde, Isabelle Schnabel mettent souvent en avant cet aspect-là, d'accord, que le changement climatique, c'est un échec de marché et qu'on ne peut pas en fait compter sur le marché pour fixer une prime de risque climatique. Et puis le deuxième point, la deuxième raison pour laquelle je ne suis pas d'accord, c'est que précisément la politique monétaire qui est menée depuis la crise financière et encore plus avec la crise sanitaire, c'est une politique monétaire qui a été expliquée lors des précédentes réunions et qui consiste en grande partie en achat de titres, d'accord, sur les marchés. Et ce faisant, les banques centrales gèrent aujourd'hui d'énormes portefeuilles de titres. Si on prend le bilan de l'eurosystème, alors l'eurosystème, c'est Banque centrale européenne plus Banque centrale nationale. On regarde le bilan consolidé de tout cela. Il y a 3 700 milliards de titres à l'actif consolidé de l'eurosystème. Ça, c'était à fin décembre 2020. D'accord ? 3 700 milliards d'euros de titres qui ont été donc accumulés dans le cadre des programmes d'achat d'actifs, c'est un portefeuille de titres énormissime. C'est plus que le portefeuille de titres du plus gros fonds de pension au monde, d'accord, qui est un fonds de pension japonais. Et ça veut dire qu'en fait, dans cette configuration-là, une banque centrale comme la Banque centrale européenne, enfin, l'eurosystème, l'ensemble des banques centrales de l'eurosystème n'ont pas d'autre choix que de montrer l'exemple et de se comporter en fait en investisseurs écologiquement responsables. Elles doivent gérer aujourd'hui leur portefeuille en tenant compte du risque climatique parce que ce sont de très gros investisseurs. Il y a des critères environnementaux qui commencent à se développer et le minimum que les banques centrales puissent faire aujourd'hui, c'est se comporter en investisseurs responsables sur le plan environnemental, précisément parce qu'elles sont devenues des investisseurs énormes, ce qu'elles n'étaient pas auparavant. Et si j'ai encore peut-être 2-3 minutes, je voudrais dire que les banques centrales ont pleinement conscience de ça aujourd'hui. Enfin, vraiment, il y a une vraie prise de conscience et il va falloir qu'on en discute un peu avec Jean-Pierre, parce que on sent même au cours de ces derniers mois, même je dirais presque au cours des dernières semaines, mais un changement très fort de discours. Alors, il est vrai que la prise de conscience, elle est relativement récente. On peut la dater du discours de Mark Carney, d'accord ? Et c'est un discours très important qu'il a prononcé un peu avant la COP 21, en septembre 2015. Alors, je me permets de t'interrompre juste pour préciser pour l'auditoire. Donc Mark Carney, qui était à l'époque, lui, le président de la Banque d'Angleterre, donc la Banque centrale britannique, et également le président donc, du FSB, Financial Stability Board, donc, qui est en fait un forum mondial chapeauté notamment par la Banque centrale des banques centrales, la Banque de Bâle, où se réunissent tous les banquiers centraux de la planète. Donc c'était pas n'importe qui, ce Mark Carney, quand en 2015 il a prononcé ce discours. Ouais, donc c'est un discours vraiment qui a fait date, qui a éveillé les consciences des banquiers centraux auxquels il s'adressait. On va revenir, je pense, dans le cours de la discussion sur la façon d'appréhender le risque climatique qui s'est imposé suite à ce discours. Mais je voudrais dire que même depuis ce discours-là, il y a eu un chemin énorme de parcouru. Et juste, je voudrais vous donner deux citations, d'accord, pour mesurer justement le changement de discours. Alors, première citation du mois de novembre 2015,
D'accord? Donc, un peu, si vous voulez, pile entre le discours de Marc Carnet et puis la COP 21. Ce discours, alors cette citation, pardon, ce mot, c'est un mot de François Villeroy de Galhau. Et donc, en novembre 2015, il dit ne nous trompons pas sur la nature de la politique monétaire. Elle doit permettre d'atteindre des objectifs macroéconomiques plutôt que des objectifs spécifiques liés à tel ou tel secteur. L'assouplissement quantitatif ne vise donc pas à promouvoir certains types d'actifs plutôt que d'autres, mais simplement à libérer les capacités de financement. Ce qu'il fallait entendre à travers cette citation, c'est, donc on est en novembre 2015, et ce que soutient à ce moment-là François Villeroy de Galhau, c'est un peu ce qu'a soutenu Jean-Pierre tout à l'heure, à savoir, bien, c'est pas le job de la Banque centrale de s'occuper du risque climatique. 6 ans après, d'accord, 6 ans après, on est en février 2021, donc c'est tout frais, c'est tout récent. Et c'est le même François Villeroy de Galhau qui s'exprime. Et que dit-il? Il dit « La prise en compte du changement climatique par l'eurosystème n'est ni un abus de mission, ni une simple conviction militante ou une mode, c'est un impératif que nous devons poursuivre au nom même de notre mandat actuel et pour assurer la bonne mise en œuvre de la politique monétaire. » D'accord? Donc, il y a vraiment, si vous voulez, un changement de discours très net, un changement de perception. Et si l'on regarde également du côté des déclarations de Christine Lagarde, la présidente de la Banque centrale européenne, ou bien également d'Isabelle Schnabel, qui est membre du directoire de la BCE, eh bien, la volonté de verdir l'action de la Banque centrale européenne, elle apparaît de plus en plus. D'accord? Et Isabelle Schnabel ne manque plus jamais une occasion en fait de défaire un faux prétexte qui servait auparavant à dire que la Banque centrale européenne ne pouvait pas se montrer sélective sur les marchés, ne pouvait pas chercher à privilégier certains titres plutôt que d'autres, parce qu'elle ne devait surtout pas déformer la structure du marché. Ça, c'était le principe de la neutralité de marché. Eh bien, désormais, ce que met en avant Isabelle Schnabel, c'est que précisément, le marché est en échec face au risque climatique et qu'il ne sait pas intégrer ce risque à ses prix, et que si la Banque centrale se contente dans ses opérations de politique monétaire, dans ses achats d'actifs, de reproduire la structure du marché, eh bien, elle va contribuer à l'échec du marché et elle va entraver la transition écologique. Et c'est pour ça, et je vais finir sur ce point-là, c'est pour ça que désormais elle doit agir. Parce que, en fait, ne pas agir en tant que banque centrale, c'est pas du tout rester à sa place. Ne pas agir en tant que banque centrale, c'est entraver la transition écologique, c'est en fait accentuer l'échec du marché, c'est donc aller contre l'objectif de neutralité climatique que l'Union européenne s'est fixé à l'horizon 2050, et c'est donc aller contre le mandat de la Banque centrale, parce que la Banque centrale est censée apporter son soutien aux politiques de l'Union, aux objectifs de l'Union. L'Union s'est fixé un objectif de neutralité climatique. Eh bien, à tout le moins, la Banque centrale européenne doit accompagner cet objectif. Si elle l'entrave, c'est une véritable catastrophe. Merci. Alors après, évidemment, il va falloir passer des paroles aux actes, et ça, c'est une autre paire de manches, mais ce sera... Merci Jésabelle. Je vais laisser la parole un peu à Jean-Pierre. Bon, il y a beaucoup d'arguments, beaucoup d'informations dans ce que tu nous as dit, donc on va peut-être essayer de prendre dans l'ordre, et puis bien évidemment d'encourager nos viewers à participer également en posant des questions. Mais bon, Jean-Pierre, beaucoup d'arguments. Quelle est ta première réaction peut-être par rapport à ça, sur le fait que même si la finance et la monnaie, c'est pas la même chose, finalement, la politique monétaire s'exerce quand même beaucoup sur les canaux financiers. La reconnaissance peut-être qu'il y a une faillite du marché justement par rapport à ce risque climatique, mais aussi un risque qui pèse sur celui-ci, et que en répliquant finalement les phénomènes observables sur le marché, est-ce que la BCE, déjà de manière du coup passive, se retrouve pas à nuire, même sans le vouloir? Peut-être, bon, je résume un petit peu brièvement le propos, mais quelle est ta réaction par rapport à ce qui a été dit? Oui, merci Michael, c'était une présentation extrêmement riche, fournie.
Et donc, je vais essayer d'y répondre aussi de manière extrêmement riche, argumentée et fournie. Ça va me prendre un peu de temps. J'espère moins de temps qu'il n'en a fallu pour Isabelle pour développer, mais je vais en prendre un petit peu si tu me le permets. Je t'en prie. Et pour ça, je vais peut-être m'appuyer sur les 2 premières slides que je t'ai envoyées. Alors, attends, je passe au partage. Alors, que je retrouve le zoom. Voilà. Voilà, normalement, tu devrais avoir ça. Tu voulais le premier slide? Voilà. Donc, il y a 2 façons, je crois qu'il faut quand même partir de cela, parce que je pense que ça va nous éclairer un petit peu. Il y a 2 façons de verdir les politiques publiques, et elles sont très différentes. On est tous d'accord sur l'objectif de verdir les politiques publiques. La question est de savoir comment on fait. Alors, la première approche, c'est de mettre en place des instruments spécifiques qui ont été désignés pour atteindre un objectif environnemental et climatique. Et ces instruments, on les connaît, enfin on en connaît certains. Ce sont les taxes, les fameuses taxes carbone, les subventions à l'innovation, les normes, les incitations et la réglementation. Ça, ce sont des instruments qui sont entre les mains des gouvernements et des parlements. La récente loi climat en donne un exemple. Ces instruments sont mis en place par les gouvernements dans un processus démocratique et transparent. On sait pourquoi ils sont là. On a l'occasion, on l'a vu sur les taxes, de s'y opposer le cas échéant. Et donc, tout se fait selon des procédures transparentes, démocratiques et ciblées. Et dans ce cadre-là, j'ai au moins un point d'accord avec Isabelle sur ce qu'elle a dit. Il est évident que les marchés financiers, les marchés de capitaux tels qu'ils fonctionnent aujourd'hui, n'internalisent pas du tout, ou pas suffisamment, le risque climatique et d'une manière générale le risque environnemental. Pour plusieurs raisons, mais une de ces raisons, c'est effectivement ce que Isabelle a mentionné, c'est la question d'horizon. Ce risque est à très long terme, en tout cas suffisamment long terme pour que les marchés ne le prennent pas spontanément en compte. Et là, il y a des moyens, n'est-ce pas? Il y a des moyens dans l'arsenal que je viens de développer et qui est encore une fois totalement à la disposition des gouvernements. Il y a des moyens de pousser les marchés à internaliser le risque environnemental. Et puisqu'on parle du fait que les financements vont encore trop souvent à des projets qui ne sont pas suffisamment décarbonés, les régulateurs financiers aujourd'hui ont les moyens de pénaliser ou d'interdire tout crédit à des projets qui ne répondraient pas à des critères climatiques. Ça me paraît un instrument très fort, parfaitement justifié, dont je préconiserais une application progressive, mais qui est parfaitement justifiée. Je m'étonne que personne ne le propose. C'est certainement l'instrument le plus efficace si on veut utiliser la finance et si on veut faire en sorte qu'elle ne finance pas des investissements qui sont contraires à l'objectif climatique. Donc, si on est prêt à utiliser des moyens d'une grande vigueur et d'une grande énergie, ce que je comprends et ce que je soutiens d'un certain point de vue, eh bien, voilà où est le point d'appui. Il faut demander aux régulateurs financiers qui, encore une fois, sont dépendants des gouvernements, sont subordonnés aux gouvernements, sont des branches des gouvernements. Il faut leur demander de réglementer et interdire les financements carbone. J'ai beaucoup de mal à comprendre pourquoi personne ne fait cette proposition. Mais en tout cas, pas dans notre débat, ça n'est jamais sorti. Mais tu penses notamment, par exemple, à la politique prudentielle. Mais à tout. Et Isabelle a dit très justement, la prime de risque climatique n'est pas internalisée. Alors, on ne va pas rentrer dans les détails techniques, mais il y a 1001 moyens de forcer à internaliser les primes climatiques dans les crédits qui sont faits aux entreprises et aux ménages. C'est techniquement un tout petit peu subtil, mais c'est faisable très facilement. Et par conséquent, si on veut le faire, il faut le demander. Donc je pense qu'on perd une grande partie de ses énergies à s'attaquer à adopter d'autres approches qui sont beaucoup moins productives, beaucoup plus contre-productives, et que celle-là, je ne vois pas pourquoi on ne la préconise pas. En sachant qu'elle sortirait donc du cadre de la politique monétaire, puisque là, on parle de prudentiel, on parle de... C'est exactement ce que je dis. La finance et la monnaie, c'est différent. Et comme on reproche, Isabelle, à juste titre, a souligné beaucoup des inconvénients de la finance quand on s'attaque au changement climatique, eh bien, agissons sur la finance. Et il se trouve qu'on en a les moyens, qu'on en a la légitimité et qu'on en a le droit. Donc, je ne comprends pas, j'ai un peu d'incompréhension sur ce sujet, pourquoi est-ce qu'on ne le propose pas? Alors, deuxième point, il y a une deuxième approche, qui, celle-là est un peu différente, qui consiste à ne pas utiliser de nouveaux instruments,
mais essayer d'infléchir les instruments existants. C'est clairement l'approche des propositions de Jezabel, qui consiste à dire prenons les instruments de politique monétaire et infléchissons-les pour qu'ils contribuent au changement climatique. Ça consiste à infléchir et manipuler les instruments de politique existants. Alors, juste pour quand même, pour la clarté analytique, même si ce que je vais dire va paraître un peu extrême, mais je vais essayer de voir où cette logique conduit dans certains domaines. Donc la monnaie, la proposition est claire, il faut influencer les achats d'actifs, le collatéral, les LTRO, et soumettre tout cela à des critères très très forts de décarbonisation et de lutte contre le climat. Si on faisait la même chose sur la santé, par exemple, parce qu'après tout, la dépense de santé, c'est gigantesque. Et si on disait aux gens, écoutez, je suis désolé, on ne vous remboursera que si vous avez un comportement conforme aux exigences du climat. Si on faisait la même chose sur le chômage, tout ça sont de grandes politiques publiques. Si on faisait la même chose sur le chômage, et on disait, écoutez, vos indemnités chômage, elles seront modulées selon que vous aurez une empreinte carbone plus ou moins forte. Si on faisait la même chose sur l'éducation. Voilà. Donc, je reconnais que ce sont des exemples un peu extrêmes, mais ce ne sont pas des exemples absurdes. C'est la même façon de raisonner. À une différence près que, en l'occurrence, la politique monétaire s'exerce essentiellement pour l'instant sur les canaux bancaires, et donc que le récipiendaire de cette condition serait la banque et non pas le commun des mortels, contrairement à Michael, tu es suffisamment expérimenté en finance pour savoir que ce que tu dis n'est pas vrai. Si on impose des charges sur les banques, elles vont les répercuter sur les gens. Mais ce sera beaucoup plus opaque et beaucoup moins bien vu. Sauf que la première approche que tu préconises, Jean-Pierre, et avec laquelle je ne suis pas du tout en désaccord d'ailleurs, c'est une approche qui consisterait donc à verdir la régulation financière. Il me semble que, bien sûr qu'il faut verdir la régulation financière et ce n'est pas du tout antinomique avec le verdissement de la politique monétaire. Et si on verdit la régulation financière, eh bien, ce que tu viens d'indiquer, à savoir le fait que les banques pourraient reporter certains coûts sur les clients se produira tout autant. Donc, je suis pas certaine de bien cerner le contre-argument. Il me semble qu'on peut à la fois verdir la régulation financière et verdir la politique monétaire. Il faut le faire. La raison pour laquelle tu ne suis pas mon contre-argument, c'est qu'il est dans la deuxième slide. Pardon. Que Michael m'a un peu interrompu dans la deuxième slide. Donc, je réponds quand même à ta question. Agir directement sur le crédit, c'est beaucoup plus efficace et beaucoup moins nocif. C'est pour ça qu'il faut le faire. Donc, si on a un instrument sur lequel on peut agir directement, qui a un grand effet sur le climat et qui n'a pas d'effet négatif par ailleurs, je ne vois pas pourquoi on ne l'utilise pas. Alors après, je répondrai à l'argument, on peut faire les deux. Mais à mon avis, l'instrument essentiel, c'est celui-là. Et très sincèrement, je ne comprends pas pourquoi tu ne le connaisses pas, si tu en es d'accord. Je ne comprends pas pourquoi tu n'as pas fait de papier et pas fait de mémo, parce que ça aurait une énorme influence. Je continue pour expliquer ma réticence. Alors, manipuler les politiques existantes, donc c'est ce qui est proposé sur la politique monétaire, soulève deux problèmes. Un problème d'efficacité, et là je vais répondre à la question sur le mandat de Michael il y a un instant, un problème de démocratie. Alors, un problème d'efficacité d'abord. Supposons qu'on agisse sur un instrument de politique monétaire. Et donc, supposons qu'on agisse sur les achats d'actifs, sur le collatéral. Je pense qu'on en parlera techniquement tout à l'heure sur le LTRO. Là, on a le choix. Soit on agit fortement, et ça veut dire qu'on change la politique monétaire. Et concrètement, si on ne finance pas des investissements ou des titres qui aujourd'hui ont un contenu carbone du fait des actions passées, eh bien, ça veut dire qu'on finance moins. Et donc, est-ce que nous voulons aujourd'hui demander à la BCE de moins financer l'économie européenne, alors que ce que nous attendons d'elle essentiellement, c'est qu'elle contribue puissamment à la sortie de la crise, ce qu'elle fait. Donc, si on a des instruments qui permettent d'atteindre le même objectif sans avoir ce danger de couper les financements et le soutien à l'économie européenne, je préconise qu'on les utilise. Soit on intervient très faiblement, et à ce moment-là, on se fait plaisir, on dit « Ah, j'ai verdi la politique », mais en réalité, on l'a verdi à la marche, on n'a absolument rien fait, et on n'a pas changé du tout l'objectif environnemental qu'on voulait atteindre. Donc il y a un dilemme d'efficacité, et ce dilemme d'efficacité, il est souvent passé sous la table par les défenseurs de ces mesures. Et puis il y a un problème de démocratie, et il faut quand même en parler, n'est-ce pas ? Nous avons, si on donne
immensément de résultats, d'objectifs à la même entité. Et si on la laisse choisir, comment est-ce qu'elle atteint tel objectif et pas tel autre? Eh bien, on n'a plus aucun contrôle, en tant que cette fois-ci société démocratique, Parlement, Parlement européen, Parlement français, on n'a plus aucun contrôle sur ce qu'elle fait et sur la manière dont elle atteint ses objectifs. Aujourd'hui, c'est parfaitement clair, il y a un objectif de stabilité des prix, elle l'atteint ou elle ne l'atteint pas. Elle ne change pas son mandat, Mickaël, par rapport à ce que tu as dit, elle va le réinterpréter. Je souhaite d'ailleurs qu'elle le réinterprète largement comme la Fed l'a fait. Mais ça ne me paraît pas gagné. Ça me paraît une bataille plus intéressante à mener dans le court terme que les autres, parce que c'est très important pour l'avenir de l'économie européenne, de notre croissance et de notre emploi. Donc, on peut la vérifier qu'elle atteint ou non cet objectif. Bon. Si elle a plusieurs objectifs, eh bien, on ne sait plus. On ne sait plus ce qu'elle fait, et ça devient très difficile. Et c'est pour ça que la question de la neutralité, qui est un terme très très décrié chez certains, et notamment chez Isabelle l'a condamné tout à l'heure, cette question de la neutralité est très importante. Elle me dit que la Banque centrale, à qui j'ai donné un pouvoir bien précis, à qui j'ai délégué, moi, société européenne, un pouvoir bien précis, elle n'interviendra pas politiquement en dehors des objectifs qui lui sont fixés. La neutralité, c'est aussi une neutralité politique de la Banque centrale européenne. Alors évidemment, nous avons tous des idées sur le fait qu'on voudrait qu'elle soit moins neutre dans un sens et moins neutre dans l'autre. Certains diraient, elle doit être moins neutre climatiquement, c'est ce que dit Isabelle. Et c'est une aspiration qu'on peut comprendre. D'autres vont dire, il faut qu'elle soit moins neutre vis-à-vis de la pauvreté, qu'elle oriente ses financements plus vers la pauvreté. C'est aussi une aspiration qu'on peut comprendre. Certains vont dire, je préférerais qu'elle finance directement une grande infrastructure numérique en Europe. On peut comprendre. Mais ça, ce sont des décisions politiques qui doivent être prises par des représentants élus, pas par une agence indépendante de personnalités non élues à qui on a délégué des pouvoirs. Donc ce problème démocratique et ce terme de neutralité qu'on attaque, pour moi, la neutralité, c'est exactement la garantie de la démocratie. Alors ça ne veut pas dire effectivement que les banques centrales n'ont pas des effets majeurs sur les marchés financiers. Ces effets, on les aime ou on ne les aime pas, ils sont inévitables dans la période actuelle où elles interviennent massivement, encore une fois pour nous soutenir. Et donc, ils sont inévitables. Je souhaite qu'on continue à se fixer l'objectif de neutralité. Moi, je ne veux pas avoir une espèce d'énorme gorille qui, comme l'a dit Isabelle, accumule des trillions, littéralement, d'euros dans son bilan et qui le gère en fonction de ce qu'elle souhaite être les priorités. Non, je veux qu'elle soit neutre. Et je veux que les priorités soient poursuivies de manière transparente, avec des instruments transparents, par des pouvoirs légitimement élus. Donc voilà mon argumentation essentielle. Il ne faut pas confondre la finance et la monnaie. On a la capacité et la légitimité pour agir directement sur la finance. Je ne comprends pas qu'on ne l'utilise pas plus. Quant à la monnaie, elle a un objectif bien précis, elle est indépendante, et elle doit rester dans les limites de ce pourquoi on l'a rendue indépendante. Sinon, il y a un danger démocratique très fort. Peut-être pour prendre une réponse du chat, et je vous demanderai aussi à tous les deux, je vous ai laissé donc couvrir beaucoup de sujets parce qu'on y allait bien en tête, mais on va essayer donc du coup de diviser pour conquérir, donc répondons plutôt point par point. Mais j'ai notamment une question venant du chat qui me demande dans quelle mesure un mandat vert, donc favorisant des actifs verts, par exemple, dans le cas de l'assouplissement quantitatif, on en reviendra aussi un peu plus tard, mais peut être considéré comme compatible avec le principe de neutralité. Alors, je te pose la question d'abord à toi, Jean-Pierre, puisque tu viens de terminer sur cette question de neutralité, et puis je crois que tu y as un peu répondu, c'est qu'en fait tu dis justement que c'est pas compatible avec le principe de neutralité. Alors, encore une fois, je ne dis pas du tout que la Banque centrale ne doive rien faire en matière verte, et je ne dis pas du tout qu'il n'y a pas un problème général de relation entre le changement climatique et la politique monétaire. On en parlera peut-être plus en détail. Mais effectivement, je pense que si on veut, et on doit vouloir influencer, et je pense que c'est quand même l'objectif ultime. L'objectif ultime, et un des papiers de Isabelle commence par une citation, ou c'est un papier d'un de ses collègues, de l'article 2 de la Convention de Paris, c'est d'orienter les flux financiers vers des investissements plus climatiques. Bon, eh bien, si on veut faire cela, il y a des instruments qui sont, encore une fois, beaucoup plus efficaces, beaucoup plus transparents et beaucoup plus démocratiques que de commencer à jouer avec le mandat de la BCE. Alors, je dirais un mot de ce que je pense du mandat de la BCE et des circonstances dans lesquelles on est. Il se trouve, enfin, on en parlera plus longuement.
Isabelle, Bon. que tu aurais une réaction par rapport à cette neutralité notamment? Oui, alors moi j'ai plusieurs réactions. Hein. Bon, première chose, déjà, tout doit verdir, pas simplement la politique monétaire, la régulation financière aussi. Encore une fois, Et la pas santé? du tout antinomique et La il y a des santé? travaux. Il faut verdir la santé aussi, le chômage? Je pense que, bien sûr, nos modes de vie doivent verdir. Et sinon, Est-ce on va dans le mur. Donc, que est-ce que vous préconisez de moduler les remboursements de santé selon l'empreinte carbone? Mais il va falloir Oui ou non? agir Oui sur ou les. non? Non, il va falloir agir sur les modes de vie, bien sûr. Il va Non, mais falloir agir répondez. sur. Non, mais Non, on est tous d'accord qu'il faut agir. La question est de savoir comment. écartons pas du sujet. Restons effectivement Donc, peut-être sur la politique Non, c'est le monétaire. même. Non, je suis désolé, c'est le même. Le verdissement de la régulation financière n'est pas du tout antinomique du verdissement de la politique monétaire. Bien sûr que par des normes prudentielles, par des normes relatives au crédit, eh bien, on orientera les flux financiers différemment, et tout cela doit passer aussi par la politique monétaire. Et si on veut justement que les banques, ça apporte de mettre la politique si on veut justement que les banques soient beaucoup plus sensibles à la part de crédit contribuant à la transition écologique, à la part de crédit vert, eh bien, il faut absolument. Vous n'avez pas démontré que si on a une réglementation financière très stricte, très pointue et très efficace sur l'allocation du crédit par les banques, on a besoin en plus de mesures de politique monétaire. Alors, désolé, je peux pas. Où est l'avantage supplémentaire? Bon, et Jean-Pierre, il faudrait que vous assistiez de temps en temps aux réunions que nous organisons dans le cadre de la chaire énergie et prospérité. Le sujet du verdissement de la régulation financière, on l'a abordé pas mal de fois. Alors effectivement, pour le moment, j'ai davantage rédigé sur le verdissement de la politique monétaire que sur le verdissement de la régulation financière. Mais si vous manifestez autant d'impatience, alors je céderai à votre caprice et promis, je ferai un article sur le verdissement de la régulation financière. Mon impatience serait que vous répondiez là maintenant à la question. Qu'est-ce que la politique monétaire apporte de plus si on a une régulation financière efficace? Alors, la politique monétaire, si la politique monétaire ne verdit pas, et si la Banque centrale entend maintenir son principe de neutralité, eh bien, le problème, tout simplement, c'est que dans ce cas-là, eh bien, elle entrave la transition écologique, elle empêche d'atteindre l'objectif de neutralité climatique. C'est-à-dire que si la Banque centrale continue en fait, d'acheter des titres sans tenir compte du tout de l'empreinte carbone de ces titres, eh bien, elle va contribuer à une trajectoire de réchauffement climatique qui n'est pas du tout celle que vise l'Union européenne. Je me permets un point du coup, effectivement, pour nos auditeurs. Il est important de différencier. Alors, on peut se poser la question de savoir si la BCE doit changer quelque chose. La réponse est très générale, elle n'est pas technique, elle n'est pas précise. Mais non, c'est pas ça. C'est que si la Banque centrale entend maintenir son principe de neutralité, eh bien, tout simplement, elle contribue à réchauffer la planète. C'est aussi simple que ça. Donc, elle n'a pas d'autre choix. Non, je ne comprends pas. Ah bah, tu ne comprends pas que si elle charge son bilan de titres, d'accord, qui sont émis par des entreprises polluantes, ou si elle laisse les banques précisément accéder à la liquidité sans du tout faire varier les conditions d'accès à la liquidité en fonction de l'empreinte carbone, du bilan carbone des entreprises que les banques financent ou du bilan de la banque, eh bien, c'est une entrave à la transition écologique. Donc ça, c'est un premier point. J'ai pas fini, Jean-Pierre. J'ai pas fini. Le deuxième aspect, sur le dilemme de l'efficacité. Alors là, je pense que c'est quelque chose sur lequel il nous faut revenir. Et d'autant que aujourd'hui, en fait, les banques centrales sont, à mon avis, prêtes à faire entrer le risque climatique par la porte de leur objectif principal. La citation que j'ai donnée tout à l'heure de François Villeroy de Galhau, celle du mois de février, qu'est-ce qu'elle nous dit? Elle nous dit qu'en fait, c'est au nom de l'objectif de stabilité des prix, en fait, qu'il faut agir, tout simplement parce que s'il y avait réalisation, d'accord, si ce risque climatique va croissant, et c'est le cas, d'accord, et si on va au-devant donc d'une crise climatique, eh bien, il en résultera nécessairement une instabilité monétaire énorme, une instabilité des prix énorme, une instabilité économique énorme. Et donc, c'est aujourd'hui, en fait, c'est au nom
de l'objectif principal, c'est au nom de leur objectif principal que les banques centrales veulent intégrer le risque climatique. C'est un aspect qu'on n'a pas encore abordé, mais en fait, il me semble que la question, c'est pas tant est-ce que les banques centrales doivent ou non s'occuper du climat. Ce sujet-là, à mon avis, il n'a plus lieu d'être. Le sujet, c'est par quelle porte, par quelle fenêtre de son mandat, la Banque centrale fait entrer le risque climatique. Avec le discours de Marc Carney, l'idée c'était qu'en fait, le risque climatique fait peser des risques financiers. D'accord ? Et donc, c'était sous l'angle des risques financiers induits par le risque climatique qu'il fallait sensibiliser les banques centrales au sujet. Donc, si on fait ça, eh bien, le risque climatique est juste pris en compte sous l'angle de la stabilité financière. Ensuite, il y avait une autre façon aussi d'inclure le risque climatique qui était souvent relevée par la société civile ou par des ONG qui consistait à dire, et c'est un peu ce que j'ai dit tout à l'heure, attention, la Banque centrale doit apporter son soutien aux objectifs de l'Union. Si elle ne fait rien, en fait, elle va entraver l'objectif de neutralité climatique de l'Union. Donc ça, c'est une autre façon de faire entrer le risque climatique par ce qu'on appelle les objectifs secondaires. Et il me semble qu'aujourd'hui, et c'est en ça que les choses évoluent très vite, finalement, les banques centrales et en particulier la Banque centrale européenne, dans le cadre de sa révision stratégique, est prête à considérer que c'est quelque chose que le risque climatique touche au cœur de son mandat. D'accord ? Et que si elle ne le prend pas en compte, eh bien, il en résultera une instabilité monétaire, alors que son objectif principal, c'est précisément la stabilité monétaire. Et ça, il me semble que c'est quelque chose d'important parce que ça veut dire en fait que même les faucons, d'accord, c'est pas une insulte, hein, les faucons dans le langage des banquiers centraux, les faucons, c'est pour marquer les préférences des banquiers centraux, ce sont ceux qui sont justement attachés à un mandat très strict, vraiment centré sur la stabilité des prix par rapport aux colombes qui ont une vision plus large du mandat. Eh bien, même les faucons ne pourront plus finalement considérer que que le risque climatique n'est pas du ressort de la Banque centrale, précisément parce que la crise climatique a grandement à voir avec la stabilité économique et monétaire. Selon la façon de justifier la prise en compte du risque climatique, selon qu'on prend ça sous l'angle des risques financiers que ça fait peser, sous l'angle simplement de l'objectif secondaire, apporter son soutien aux objectifs de l'Union, ou selon qu'on voit que ça a à voir avec le cœur du mandat, on n'agit pas de la même façon. Et l'action, évidemment, sera plus forte si on fait entrer le risque climatique par la porte du cœur du mandat. Mais bon, alors, il y aura toujours après ce petit dilemme-là évoqué par Jean-Pierre, c'est-à-dire que ce dilemme de l'efficacité sera sans doute amené, et il l'est déjà dans le cadre des travaux notamment du réseau de banques centrales et de superviseurs qui s'est mis en place depuis le discours de Marc Carney. Il y a un récent rapport sur le verdissement de la politique monétaire que nous avons commenté à l'Institut Veblen. Le commentaire est sorti aujourd'hui même. Et alors, c'est un rapport qui est très intéressant parce qu'il montre que vraiment, désormais, c'est le temps de l'action. Et je pense que l'hésitation de Jean-Pierre, elle n'est plus du tout, le refus d'intégrer le risque climatique dans le mandat de la Banque centrale, c'est plus du tout le discours actuel des banquiers centraux. En revanche, ce qu'on perçoit, c'est qu'il y a bien sans doute une tension qui persiste et une sorte d'hypothèse sous-jacente selon laquelle si la Banque centrale verdit trop fort son action, elle risque d'affecter quand même l'efficacité de la politique monétaire. Mais ça, je pense que c'est vraiment une hypothèse qu'il faut interroger. Je ne suis pas sûre du tout qu'en fait, la Banque centrale réduise l'efficacité de sa politique monétaire en verdissant son action. Au contraire, en fait, c'est la façon justement d'amener les banques, d'amener les marchés financiers vers des financements utiles à la refondation de nos économies.
Pour te repasser la parole, Jean-Pierre, et peut-être pour résumer partiellement le propos de Jézabel en une question, même si on peut tout à fait accepter qu'effectivement donc les règles prudentielles, une réforme qui est en dehors donc, du cadre de la BCE sur les marchés financiers pourrait être beaucoup plus efficace, en effet, à minima, à mandat actuel donc, de stabilité des prix, vu qu'effectivement le risque énergétique, climatique pourrait créer une instabilité des prix, qu'est-ce que la BCE peut faire par rapport à ça? Alors, excuse-moi d'être un tout petit peu basique. Le problème du mandat aujourd'hui, tel qu'il est dans la revue, et en tant que citoyen, ça ne devrait pas nous laisser indifférents, c'est est-ce que la BCE va se donner, comme la Fed, la capacité de faire un tout petit peu plus d'inflation dans les années qui viennent, ou est-ce que ça ne va pas le donner? Et sur notre bien-être, sur notre croissance, et sur les ressources que nous pourrons dégager pour lutter contre le réchauffement climatique, c'est infiniment plus important que toutes les petites manipulations d'instruments auxquelles on pourrait se livrer dans son bilan. Donc, je crois qu'il faut quand même voir les sujets dans l'ordre de priorité. Le problème de stabilité des prix dans les 3 ou 4 années qui viennent, qui vont être très difficiles, hein, d'un point de vue macroéconomique, ça n'est pas le changement climatique. Le problème du changement climatique est un problème fondamental pour l'avenir de notre société, mais ça n'est pas dans les 4 années qui viennent un problème de stabilité des prix. On verra après. Moi, je regarde la situation. Après, ce sera trop tard. Hein. Et puis, se donner la capacité d'avoir un peu plus d'inflation, qu'est-ce que ça veut dire au fond? Parce que ça fait quand même un certain temps que la Banque centrale ne l'atteint pas son objectif de stabilité. Isabelle, je voudrais terminer, pardon, parce que je viens juste de commencer. Donc, ça, c'est le vrai sujet de stabilité des prix pour répondre à Michael. C'est vraiment le problème important. Bon. Deuxièmement, il y a un argument que Isabelle a mentionné qui est si elle ne fait rien, ça veut dire qu'elle s'oppose à la lutte contre le climat. Alors là, je crois qu'il faut être un tout petit peu plus précis parce qu'on ne peut pas seulement procéder par des grandes déclarations générales. Soit on dit il y a déjà des crédits qui ont été faits. Hein. Comment ça se passe la finance? Les banques font un crédit. Prenons les banques. Hein. Elles font un crédit et quand elles ont besoin de liquidité, elles portent ce crédit à la Banque centrale. Soit elles ont fait un crédit à un investissement dans le passé, parce que très souvent elles le portent 1 an, 2 ans, 3 ans après, quand elles ont besoin d'argent. Donc soit ce crédit est carboné, il est mauvais, et on leur refuse. Mais ça veut dire qu'on refuse de la liquidité aux banques, et si on refuse de la liquidité des banques aujourd'hui, elles ne peuvent plus prêter du tout. Donc on atteint l'économie. Soit on dit, on va accepter le passé, parce que le passé, on était moins conscient, on va s'intéresser au futur. Et si on s'intéresse au futur, c'est très très simple, on dit, dorénavant, vous ne ferez plus de crédits à l'économie qui ne sont pas décarbonés. Donc, je ne comprends pas le raisonnement qui consiste à dire on entrave la politique climatique en continuant à financer l'économie. Soit on continue à financer l'économie, y compris en prenant en garantie des actifs qui ont été constitués il y a 5, 7, 8 ans, et on continue à financer l'économie, et Dieu sait qu'elle a besoin d'être financée aujourd'hui. Soit on arrête le financement de l'économie, mais je crains que ça nous éloigne beaucoup, beaucoup de tous nos objectifs. Donc, je crois qu'il faut être assez précis là-dessus. Il ne faut pas se contenter seulement de grandes déclarations générales sur lesquelles il faut agir contre le climat. Tout le monde est d'accord là-dessus. Il faut se demander comment être efficace et comment causer le moindre dégât dans une période de croissance extrêmement complexe. Hein, voilà. Donc ça, c'est ma réponse à la question. Si elles ne font rien, elles entravent le changement climatique. Et ma réponse est si elles agissent comme Isabelle voudrait qu'ils agissent, et si elles agissent avec suffisamment de vigueur pour que ça soit efficace aux yeux de Isabelle, eh bien, elles entraveront assez gravement la reprise de l'économie européenne. Ce que nous attendons aujourd'hui des banques centrales, c'est qu'elles soutiennent l'économie, et elles le font. Et elles le font effectivement en achetant des actifs sans trop regarder, en dehors de leurs propres critères, ce que sont ces actifs et ces prêts, parce que ce sont des actifs et des prêts qui ont été faits il y a 5, 6, 3, 4 ans. Hein. Et si elles arrêtent de le faire, eh bien, pardonnez-moi l'expression familière, je nous souhaite bien du plaisir. Nous avons la chance aujourd'hui, je crois qu'il faut quand même le dire au passage pour le record, nous avons la chance d'avoir une banque centrale extraordinairement active, qui nous maintient des taux d'intérêt extraordinairement bas. La France emprunte à 0,16% à 10 ans, très très faible. Et elle a pendant un certain temps emprunté à taux négatif. Tout cela
n'est pas le résultat d'une politique où on s'interroge à chaque instant si on est en ligne parfaitement avec les souhaits de Jézabel. C'est une politique où on applique précisément des critères de neutralité. Et le moment où on n'applique plus des critères de neutralité, eh bien, on introduit des frictions dans cette politique, et si ces frictions sont graves, eh bien, on en paiera les conséquences économiques. Donc, sur ce qui est fait aujourd'hui, il n'y a pas de sujet. Après, si on se dit effectivement, le système de financement de l'économie en Europe, parlons globalement, le système de financement de l'économie en Europe n'incite pas assez à l'orientation du capital vers des investissements verts. Ça, c'est un constat. Et donc, dans l'avenir, dans le futur, nous allons agir pour que les flux financiers, conformément à l'article 2 de l'accord de Paris, soient plus orientés vers les financements verts. Ça, il faut le faire à la source. Il ne faut pas le faire au moment où le crédit arrive à la Banque centrale. C'est trop tard. Il faut le faire à la source. Il faut le faire au moment où le crédit est consenti. Et il se trouve qu'on en a les moyens. Donc, il faut le faire au moment où le titre est émis, au moment où le crédit est consenti. Si on laisse les banques faire des crédits à des investissements carbonés, si on laisse les entreprises émettre des bons pour des investissements carbonés, après, on est dans le dilemme que je soulignais. Donc, il y a un bon moyen d'éviter ce dilemme. Le bon moyen d'éviter ce dilemme, c'est d'empêcher ça à la source. Et encore une fois, je suis content de savoir qu'on en débat à l'Institut Veblen, mais j'aimerais beaucoup les entendre s'exprimer là-dessus. Alors, je me permets juste peut-être pour faire aussi avancer, je m'en excuse parce que on tourne quand même un peu autour de la même question. Je voulais juste quand même faire une précision pour notre auditoire et après je poserai une question ou deux qui viennent du chat. Bon, il y a quand même une différence, je pense qu'il faut la préciser, entre les prêts et les obligations qui existent déjà et qui sont rachetées donc sur le marché secondaire via l'assouplissement quantitatif. Et effectivement, là-dessus, on achète des choses qui ont déjà été émises, donc bon, le mal est fait, si on peut ainsi dire. Exactement. Mais ce qui reste quand même un outil différent qu'éventuellement, par exemple, conditionner le LTRO, qui là est plutôt quand même orienté sur les crédits qu'une banque pourrait faire à l'avenir. Non. Le LTRO, c'est comme une opération de refinancement ordinaire. C'est une opération de refinancement à long terme. On prend des crédits existants en garantie. Le LTRO, se différencie d'un MRO, un MRO qui est une opération de refinancement à moins de 3 mois, Financing Operation. Il se différencie sur sa maturité, mais sinon, c'est exactement le même mécanisme. On reprend, comme tu l'as très bien dit, des crédits pour lesquels le mal est fait. Alors, on peut choisir de ne pas le faire, mais ça veut dire précisément, c'est très important. Je tiens à préciser que quand même, la proposition de LTRO vert ne consiste pas à reprendre uniquement comme collatéral des prêts qui sont compatibles avec la transition écologique, mais plutôt de dire on prend en fait toujours la même chose, mais on imposerait une condition sur le business futur de la banque. Je tiens quand même à faire Et puis, ne raisonnons pas comme si, en fait, tous les actifs se valaient, comme si toutes les entreprises avaient exactement le même bilan carbone, la même empreinte carbone. Alors, même si, en effet, on n'est pas peut-être encore aujourd'hui bien en mesure, d'accord, d'évaluer correctement ces empreintes carbone, parce que toutes les entreprises encore sont pas obligées de dresser ce bilan carbone. Ça viendra avec la taxonomie de la Commission européenne qui sera mise en place à partir de 2022. Mais ne faisons pas comme si toutes les entreprises avaient exactement le même bilan carbone. C'est-à-dire qu'il existe aujourd'hui un vivier. D'accord, un vivier d'actifs qui sont beaucoup moins carbonés que d'autres actifs. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la Banque centrale a les moyens. D'accord, la Banque centrale a les moyens d'être plus sélective qu'elle ne l'est, ou en tout cas de faire en sorte de privilégier des achats, des titres dans ces achats qui soient moins carbonés. Par ailleurs, parce que ça, c'est quand même un petit bout, en fait, des choses. Mais Jean-Pierre nous disait, il faut agir à la source. Il faut faire en sorte que les banques, octroient des crédits qui ne soient pas trop carbonés, qui soient des crédits verts. Eh bien, pour inciter à cela, il faut justement agir sur les conditions de refinancement des banques, faire en sorte que les conditions de refinancement des banques auprès de la Banque centrale dépendent
dépendent de l'empreinte carbone du bilan bancaire, dépendent de la part des crédits verts accordés par les banques. C'est aussi à ça que sert la politique monétaire. Et là, on peut combiner à la fois une action de régulation et puis l'action de la politique monétaire. Ça fait partie des leviers sur lesquels la Banque centrale peut agir. Alors, je me permets de vous interrompre. Répondre. Vas-y, mais très, très brièvement, parce que je voudrais passer aussi aux questions de chat, et il nous reste 25 minutes. Alors, là, c'est une différence enfin, pour le coup, on parle du concret, et on a une différence très concrète, et je vais expliquer pourquoi. Bon. Isabelle nous dit, on peut sélectionner ce qu'on fait et on peut inciter les banques à pas accorder de crédit. Qu'est-ce qu'on cherche à faire quand on donne de la liquidité aux banques, hein, et notamment dans des périodes de crise comme celle qu'on a, il y a un terme qui résume ça assez bien en général, ça s'appelle le big bazooka. Hein. On cherche à créer un excès de liquidité dans l'économie extrêmement fort pour être sûr qu'elle pourra absorber sans problème les chocs qui sont immenses et qu'on peut pas toujours prévoir dans une pandémie comme celle-là. Et donc, on est très, très loin d'une approche sélective, Isabelle. On est très, très loin. Et justement, si on devient trop sélectif, on rate l'effet de Big Bazooka. Hein. Les gens commenceront à se demander, est-ce que je vais avoir de la liquidité? Est-ce que je ne veux pas en avoir? Là, on a un problème fondamental de théorie monétaire. Hein. Donc, dans les périodes... Non, je termine. Dans les périodes où il faut avoir une politique monétaire très proactive, c'est le moment d'être absolument massif. C'est tout le contraire d'une sélectivité. Bon. Deuxièmement, Isabelle me dit, on peut décourager les crédits en refusant aux banques des refinancements. Moi, je veux bien, mais c'est beaucoup moins efficace que de les interdire au départ. Or, nous avons les moyens de les interdire au départ. Donc, je ne comprends pas pourquoi on refuse un instrument efficace qui est mis en place par les gouvernements et qui est démocratique et direct, pour un instrument qui est inefficace, opaque et indirect. On ne m'a toujours pas expliqué pourquoi c'était souhaitable. Alors, je vais vous interrompre tous les deux là pour quelques instants. Ce qu'on va faire, et les sujets, vous aurez donc l'occasion de répondre tous les deux. On va proposer une question, un petit sondage sur le chat qui va tourner quelques minutes, le temps que je prenne des questions du chat. Donc Sarah, je t'encourage à lancer donc peut-être un petit sondage pour avoir la réaction à chaud de nos viewers, pour savoir si vous considérez que voilà, la BCE devrait ou pas prendre en compte cette question. Donc la question va être posée via Zoom. Je laisse Sarah lancer ça. Voilà. Pensez-vous qu'il est désirable que la BCE soutienne la transition écologique? Je laisse tourner le sondage. Je voulais profiter du coup aussi par rapport à des mots qui ont été utilisés par Isabelle et Jean-Pierre pour prendre quelques questions du chat. Notamment, tu as évoqué tout à l'heure, Isabelle, le mot taxonomie. Alors c'est vrai que c'est un peu l'éléphant dans la pièce. On parle de ce qui pollue pas, ce qui serait un actif vert, ce qui serait un actif brun, donc ce qui est bien, ce qui est pas bien, pour le dire vraiment crûment. Mais qui décide? Est-ce que ce sont les industriels? Est-ce que ce sont les lobbies? Est-ce que ce sont les gouvernements? Est-ce que c'est la BCE qui décide elle-même? La question, c'est de savoir voilà, comment on décide. Bon, alors question un peu rhétorique, mais est-ce que quelqu'un veut répondre de comment qu'est-ce qu'il y a derrière cette taxonomie et comment on peut déterminer finalement ce qui serait vert de ce qui serait gris ou brun? Alors, le problème, effectivement, hein, c'est que pour le moment, on n'a pas encore un nuancier commun. D'accord. Donc, je prends le mot nuancier plutôt que taxonomie, comme un nuancier quand on choisit une couleur de peinture. Là, il nous faut distinguer entre des actifs verts, des actifs et des actifs bruns. D'accord. Et puis avoir tout un nuancier, arriver à repérer quelles sont les entreprises qui sont compatibles en fait enfin qui sont peu polluantes, qui sont peu émettrices de gaz à effet de serre, et donc à qui si on accorde un crédit, eh bien si on accorde un crédit à ce type d'entreprise, on aura donc un crédit vert. Si cette entreprise émet sur le marché un titre d'emprunt, une obligation,
D'accord. Alors, on considérera qu'elle est verte parce que l'entreprise aura été estampillée entreprise verte. Voilà. Bon, ce nuancier-là, on l'a pas encore complètement aujourd'hui. La Commission européenne a planché sur ce nuancier, sur cette taxonomie. Il y a encore pas mal de discussions qui font que, bien que la taxonomie est presque prête, en fait, elle ne sera mise en application qu'à partir de 2022, ce qui retarde pas mal les choses. Et donc, dans cette taxonomie, il y a un seuil d'émission qui permet justement de définir si une entreprise est en dessous ou au-dessus de ce seuil d'émission, et donc si elle fait partie d'un secteur vert ou pas vert. Il y a pas mal d'autres critères qui interviennent. Est-ce que il s'agit d'activités qui contribuent à atténuer le risque climatique ou qui au moins s'y adaptent? Est-ce que ça participe à la biodiversité? Est-ce qu'il y a un peu d'économie circulaire? Bon, il y a tout un ensemble de critères qui interviennent pour définir ce nuancier vert qui est absolument indispensable à partir du moment où on veut verdir la politique monétaire ou verdir la régulation financière. Il faut évidemment qu'on puisse distinguer entre un actif vert, un actif pas vert. Il y a plein de labels aussi qui se sont développés sur les marchés. Alors des labels qui pour le moment sont assez hétérogènes, et donc ça permet pas évidemment de forcément bien guider les investisseurs, parce que l'hétérogénéité de ces labels, l'hétérogénéité de ces nuanciers nuit, je dirais, pour le moment, à leur crédibilité. Donc, on a absolument besoin d'un référentiel commun, d'un nuancier commun qui puisse permettre de fixer la couleur. Un mot peut-être sur ce nuancier, Jean-Pierre? Oui, bien sûr. S'il te plaît. Oui, non, je suis très largement d'accord avec ça. Moi, j'ai pas de problème à l'appeler taxonomie ou à l'appeler notation. Ce qu'on cherche, c'est une notation verte. Et on en a absolument besoin. Quelle que soit notre approche des instruments, aucun instrument n'est possible sans une notation verte. Alors, la notation, pour ceux qui connaissent un tout petit peu les marchés de capitaux, c'est un sujet très compliqué et qui peut tourner très mal. Nous avons tous vécu les problèmes des notations souveraines qui sont faites dans des conditions qui ne sont pas toujours très très claires et qui peuvent intervenir pour déclencher ou accélérer des crises. Donc, on a besoin d'un processus de notation vert. On a besoin qu'il soit extraordinairement bien gouverné. La gouvernance de la notation verte, tu as parlé de lobby, il est évident que cette notation aura une influence considérable sur l'orientation des capitaux et que par conséquent, encore, on est dans un débat citoyen, les citoyens doivent être certains qu'il y a adéquation parfaite entre les objectifs de la notation et la manière dont elle fonctionne et ses effets. Après, elle aura des effets majeurs. Et comment on peut se protéger de ce potentiel greenwashing, du coup, Jean-Pierre? Écoute, je pense qu'il faut. C'est là que c'est l'avantage, si tu veux, d'être dans un processus, pour le coup, gouvernemental, politique. Il faudra un moment qu'il y ait une notation officielle publique. Ça sera déjà, à mon avis, un très très grand progrès par rapport aux autres types de notations, dont celui que j'évoquais. Et deuxièmement, il faudra que les parlements, notamment le Parlement européen et des groupes de travail, aient pu expertiser cette notation et pu en discuter, que les critères qui ont présidé à cette notation soient parfaitement clairs. C'est pour cela mais là c'est une toute petite différence technique avec Isabelle, il faut pas trop faire dans la nuance, parce que la nuance c'est le domaine de l'ambiguïté, et l'ambiguïté c'est le domaine du lobbying. Donc, je crois on a besoin de critères qui soient précis, qui soient clairs. Il faut décider si elles s'appliquent aux prêts ou aux entreprises. Il faut décider s'ils s'appliquent au passé ou au futur. Il y a quelques grandes. Donc, pour répondre à ta question, moi, ce que j'aurais aimé en tant que citoyen, c'est un papier de concept, par exemple de la Commission européenne, sur les grandes questions à décider avant de s'engager dans cette notation. Je viens d'en énumérer 2 ou 3. Est-ce qu'on prend le passé, le futur, le marginal, le moyen, les produits, les entreprises, seulement le carbone ou aussi la biodiversité? Enfin, il y a plein de questions fondamentales avant même de commencer la technique.
et qui, à mon avis, doivent faire l'objet d'un débat ouvert au niveau des représentants. Ce qui n'est malheureusement pas forcément spécialement l'approche qui est actuellement prise, donc avec le mot de nuancier, est peut-être moins proche de la réalité désirable que de la réalité actuelle. C'est pour ça que dans ce combat, il ne faut pas se tromper de cible. C'est tout le sens de mon intervention depuis le début. Oui. Il ne faut pas non plus, je pense, surestimer l'efficacité de la politique monétaire actuelle, parce que j'ai l'impression qu'il y a quand même cette hypothèse-là qui est forte dans le raisonnement de Jean-Pierre. Jean-Pierre nous dit il faut surtout pas entraver cette abondance de liquidités que permet la Banque centrale dans l'économie. Mais alors, ça fait partie des sujets qui ont été abordés là dans ce cycle déjà de table ronde. Mais en fait, tout l'excès de liquidité dont on parle, c'est un excès de liquidité qui tourne beaucoup dans la sphère financière et qui vient pas suffisamment irriguer l'économie réelle. Et précisément en verdissant la politique monétaire, en faisant en sorte que les conditions d'accès des banques au refinancement soient dépendantes des crédits verts qu'elles accordent, en faisant en sorte que la Banque centrale participe, soit plus sélective dans ses achats d'actifs, eh bien, on arriverait précisément à ce que l'économie soit mieux servie, je dirais, par cette liquidité centrale. Donc, il faut voir aussi cette action de verdissement comme une façon, sans doute, de reconnecter l'activité des banques, l'activité des marchés vers ce dont l'économie a besoin, vers ce dont les citoyens ont besoin. Donc, c'est une façon, en fait, de remettre aussi l'action des banques centrales au service des citoyens, au service de l'économie. Jean-Pierre, tout à l'heure, parlait de démocratie et disait attention, grand problème démocratique. Mais c'est une façon justement de mieux servir les objectifs démocratiques. J'en profite pour souligner d'ailleurs que ce sera l'objet du 5e débat qui aura lieu dans 2 semaines. Mais oui, s'il te plaît. Bien sûr. Je crois qu'il y a une contradiction fondamentale dans ce raisonnement. Contradiction absolument fondamentale. La première, on nous dit il ne faut refinancer que certains crédits. Et d'autre part, on nous dit qu'il faut mieux financer l'économie. Alors, je ne comprends pas cette contradiction. Non, il ne s'agit pas de ça. C'est caricatural, là, vraiment. Tu répondras. Il s'agit de conditionner, ce n'est pas la même chose. De moduler les conditions de refinancement en fonction moduler, en fonction du risque climatique. Oui, moduler, conditionner, ça veut dire moins financer. Ça veut dire, sinon la condition veut rien dire. Donc, quand on met une condition à quelque chose, c'est qu'il est moins disponible. Ça, c'est le français de base de l'Académie française. Donc, on nous dit conditionner, ça veut dire qu'on en veut moins. Et en même temps, on nous dit qu'il faut que l'économie en bénéficie plus. Donc là, je ne comprends pas. Ça veut dire qu'on veut plus de vert et moins de brun. Ouais, ça veut dire ça. D'accord. Ça veut dire qu'on veut plus de vert et de moins de brun, mais ça ne se fait pas en 24 heures. Et la bonne manière d'avoir plus de vert et moins de brun, c'est de traiter le crédit à la source. Là, nous parlons de crédits qui sont déjà consentis aujourd'hui. Et donc, il s'agit d'agir sur le flux aussi, bien sûr. Et en agissant Parlons d'aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? Parlons d'aujourd'hui. Est-ce qu'aujourd'hui, on demande d'abord aux régulateurs d'agir sur l'orientation des crédits futurs, ou est-ce qu'on leur demande de sanctionner les crédits anciens? Parlons très concrètement. Moi, je pense que c'est une grosse erreur de sanctionner les crédits anciens, et je pense que tes propositions aboutissent à sanctionner les crédits anciens, donc à réduire l'apport de la Banque centrale et l'économie, et donc, dans les circonstances actuelles, sont extraordinairement dangereux. Et donc, on agit quand? Je termine. Eh bien, je pense qu'aujourd'hui, nous devrions militer pour que nous ayons une réglementation prudentielle qui soit beaucoup plus incitatrice au crédit vert et beaucoup moins favorable au crédit vert pour l'avenir. Donc, on peut agir aujourd'hui sur l'avenir. J'en profite. Je termine. Agir aujourd'hui sur le passé, c'est se faire plaisir et se tirer dans le pied. Alors, juste là-dessus, parce qu'effectivement, c'est un point qui revient régulièrement, et je dois dire que, étant moi-même un militant de la cause pour intégrer effectivement le risque brun dans les règles prudentielles, puisque effectivement, voilà, les actifs échoués, etc., sont un risque pour aussi la stabilité financière, autant que pour le climat en général. La question est
est la suivante. Admettons, est-ce que je suis prêt à admettre, moi, à titre personnel, que ce serait plus efficace, effectivement, de passer par du prudentiel. C'est pas forcément plus simple, ceci dit, puisque on n'y est pas non plus. Et d'ailleurs, les discussions vont plutôt vers une ristourne prudentielle pour les investissements verts, plutôt que une pénalisation prudentielle des actifs bruns. Donc, la question est la suivante. Toute la partie, je dirais, de régulation, elle n'est pas à nos portes non plus. Donc, Écoute, alors, d'abord, il y a le préalable dont nous avons discuté, qui est d'avoir une taxonomie, un nuancier, une notation. Effectivement, il faut avoir une référence sur ce qu'on fait. Est-ce qu'on encourage, est-ce qu'on pénalise? Et ça, c'est une question, on est d'accord sur les grandes bases, mais il faut après la décliner de manière très, très opérationnelle et très technique. C'est compliqué. Deuxièmement, après, la réglementation, le grand avantage de la réglementation prudentielle par rapport au reste, c'est qu'elle est très fine. Hein. Quiconque a siégé un tout petit peu au comité de Bâle, et ça a été mon cas, et a regardé la réglementation du comité de Bâle, on rentre dans des degrés de granularité, comme on dit là-bas, ou de finesse, qui sont gigantesques. Et par conséquent, si on a des références, on est très très capable de mettre au point des dispositifs qui orientent le crédit dans un sens et pas dans un autre. Hein. On sait très très bien, par exemple, si on veut décourager l'achat de logement à un moment, comment modifier tel ratio prudentiel. Si on pense qu'il y a une bulle spéculative sur le logement, on sait comment modifier tel ratio prudentiel, et dans beaucoup de cas, on ne s'en prive pas. Bon. Et personnellement, d'abord, c'est efficace. Bon, enfin, c'est efficace. Ça peut donner lieu à des tas de problèmes d'inefficacité, mais ils sont beaucoup moins graves que ceux qu'on peut avoir ailleurs. C'est relativement transparent, c'est-à-dire que les régulateurs prudentiels sont responsables devant les gouvernements de ce qu'ils font. Et donc, c'est très, très faisable. Je crois que la grande question, et je pense que c'est là-dessus qu'il faut vraiment se poser la question, il y a deux grandes questions dans ce débat. Hein. Est-ce qu'on se tourne vers l'avenir ou est-ce qu'on cherche à rattraper le passé? Et à mon avis, rattraper le passé, ça a un coût massif sur le plan économique. Il ne faut pas se le cacher. Et si on se tourne vers l'avenir, à quel niveau est-ce qu'on opère? Et où on opère, on doit opérer au moment de la distribution primaire des fonds. D'ailleurs, tout le sens de la finance verte, c'est ça. Hein. Tout le sens de la finance verte, c'est de créer un système d'incitation et de pénalisation qui font que on a intérêt à émettre des titres qui vont vers certains objectifs. Hein. J'ajoute par ailleurs, parce qu'il faut en terminer, puisqu'on parle d'allouer des fonds à la transition énergétique, on est relativement silencieux devant la faible part du plan de relance européen qui est consacré à cette question. 260 milliards sur 750. Donc là, il y a un levier immédiat que personne n'insiste. On est très vocal là-dessus chez Green Intervention. Je vous encourage à y jeter un œil. Tant mieux. Non, mais pardonne-moi, je n'étais pas au courant, mais tant mieux. Et deuxièmement, il y a de grandes banques publiques en Europe, à commencer par la Banque européenne d'investissement. Ce sera intéressant, au-delà des paroles, tu as parlé de greenwashing, il y a énormément de greenwashing. Hein. Et d'ailleurs, vous avez cité les noms de grands man de la politique monétaire. Qui suis-je pour m'opposer à M. Villeroy de Galhau ou à Marc Carnet? C'est pas qui suis-je. Mais néanmoins, il faut se méfier. Hein. Il faut se méfier. Il faut faire attention aux paroles. Voilà. Et je pense qu'il est beaucoup plus facile si on agit là où je pense qu'on doit agir, c'est-à-dire au moment de l'octroi du financement initial. Il est beaucoup plus facile de s'assurer que les paroles sont en ligne avec les actes. La démocratie est préservée et l'efficacité aussi. Avant de te redonner la parole, Jésabel, je voulais juste arrondir les angles sur une chose qui me semble essentielle aussi pour montrer qu'on est finalement d'accord aussi. Je ne cherche pas forcément à vous mettre d'accord ce soir tous les deux, mais je tiens quand même à préciser que comme le cadre de ce webinaire est par rapport à la revue stratégique de la BCE et donc de la politique monétaire, on se cantonne un petit peu à la discussion de la politique monétaire. Mais il est évident qu'il y a des sujets cruciaux face aux défis climatiques, tels que les règles prudentielles, tels que le budgétaire. Nous, par exemple, chez Green Intervention, on milite à fond pour une réforme du semestre européen, pour intégrer ces objectifs-là. On milite aussi pour une refonte des règles budgétaires qui empêchent, qui restreignent aussi une certaine idée de l'investissement public. Sauf que voilà, on a réduit le focus sur la politique monétaire. Et ce qui m'amène peut-être aussi à cette question de transition qui a été beaucoup votée sur le chat pour être posée, c'est est-ce que finalement la cause, l'enjeu,
ne vaut pas finalement une remise en cause de l'indépendance des banques centrales? Est-ce qu'on peut concevoir, est-ce que c'est toujours désirable d'avoir une politique monétaire qui soit indépendante du budgétaire, du fiscal, du social, etc. Je crois que c'est une question assez basique qui est important de répondre, je pense, pour les citoyens. Est-ce que cette neutralité qui a été peut-être d'ailleurs, qui a été respectée jusqu'à maintenant, qui a peut-être été désirable jusqu'à maintenant, est-ce qu'il n'est pas temps finalement de se reposer la question de savoir si c'est si désirable que ça? Alors, on va sans doute avoir un nouveau sujet de désaccord là, j'imagine, parce que en effet, en fait, une banque centrale moins indépendante pourrait davantage coordonner son action avec celle du Trésor et pourrait venir financer directement des projets écologiques, d'accord, des projets permettant d'accélérer la transition écologique. Alors j'imagine que si on n'est pas d'accord déjà, ne serait-ce que sur du verdissement vert clair, d'accord, des opérations de politique monétaire. Et d'ailleurs on n'en a pas fait le tour entre nous, parce que on a évoqué un peu le verdissement des conditions de refinancement, un peu le verdissement des rachats d'actifs. On n'a pas tellement parlé du verdissement des collatéraux, des titres que la Banque centrale accepte J'en profite du coup pour illustrer comme garantie. avec les Mais papiers si on n'est pas d'accord là-dessus, que vous aviez mentionné tout à l'heure. Si on n'est pas d'accord là-dessus, j'imagine qu'on va être encore moins d'accord sur l'idée que la Banque centrale pourrait faire en fait du vert vif et pourrait directement donc financer des projets publics favorisant la transition écologique. Là, on est tant qu'on est, si vous voulez, dans des options vert clair, là, celles qui sont projetées. D'accord. Ça, ce sont les options qui sont considérées actuellement. Et là, on est tout à fait compatible avec le mandat de la Banque centrale. Donc là, il s'agit pour la Banque centrale, de faire en sorte que le refinancement des banques dépende de leur bilan carbone, de leur empreinte carbone, ou de faire en sorte de conditionner ça à l'évolution des crédits verts qu'elles octroient, ou bien il s'agit d'être un peu plus sélectif dans leurs achats d'actifs avec du QE vert, ou de jouer sur les garanties qui sont octroyées. Tout ça, c'est dans le mandat c'est vraiment, alors ça rentrerait dans le mandat de la Banque centrale, et surtout ça ne va pas du tout à l'encontre de ce qui régit ce mandat. C'est-à-dire qu'il y a notamment ce fameux article 123 du mandat, qui interdit à la Banque centrale de porter une assistance financière aux États, n'est pas du tout abîmé, je dirais, par ce genre d'options. Tout ça commence à être considéré. Et je pense que, contrairement à ce que dit Jean-Pierre, les banques centrales sont tout à fait prêtes à aller dans cette direction-là. Elles vont le faire un peu. Ça va permettre de faire avancer peut-être un tout petit peu la transition écologique, mais en effet, ça permettra pas en fait de bien brancher vraiment la Banque centrale sur le financement de la transition écologique, parce que parmi ces options, il y en a aucune au fond qui participe directement au financement de la transition. Même si on imaginait que la Banque centrale mette au point un programme d'achat d'actifs publics verts. Eh bien, ça participerait un peu plus à la transition écologique que des achats de titres privés respectant certains critères environnementaux, mais ça ne ferait que faciliter en fait le financement de la transition écologique. En revanche, s'il y avait une vraie coordination entre la politique, le volet écologique de la politique budgétaire des États et le financement de la Banque centrale, là, oui, on pourrait faire avancer beaucoup plus la transition écologique. Mais si on fait ça, si la Banque centrale finance directement les États, ou si la Banque centrale, même au-delà de ça, si la Banque centrale, admettons, fait des dons
de monnaie centrale aux États pour qu'ils consacrent cette monnaie centrale à des projets de rénovation thermique des bâtiments publics, à une infrastructure ferroviaire pour développer le fret. Hein. Admettons qu'on s'entende là-dessus. Et là, on est complètement en dehors du cadre. Eh bien, on ferait grandement avancer la transition écologique, mais on remettrait grandement en question le mandat de la Banque centrale. Et donc, on serait, je dirais ça obligerait des changements institutionnels majeurs et ça remettrait complètement en question l'indépendance, bien sûr, de la Banque centrale que tu évoquais précédemment. Alors, sans rentrer dans les détails de chacun des instruments, même si on a finalement évoqué ça un peu plus tôt, Jean-Pierre. Je pourrais peut-être répondre à cette question. Je voulais juste répondre, peut-être plus globalement, effectivement, Jean-Pierre, sur est-ce que finalement la fin de la neutralité, c'est désirable ou pas? Oui. Alors, moi, je suis très heureux que cette question vienne parce que c'est une question légitime. Et en tant que citoyen, je dirais, parlant à d'autres citoyens, je suis très conscient et je peux comprendre qu'il y en a beaucoup qui se disent bon, l'indépendance des banques centrales, c'est très gentil, c'était peut-être adapté dans le passé, ça ne l'est plus aujourd'hui. Et par ailleurs, le risque climatique me paraît si immense, si prégnant et si fondamental que ça n'est pas le moment de se perdre dans des subtilités institutionnelles sur l'indépendance de la politique monétaire. Je pense que dans ceux qui nous écoutent, il y en a beaucoup qui pensent cela, et d'un certain point de vue, je les comprends. Je ne partage pas du tout leur avis, mais je comprends que cette question se pose, et c'est une question qui me paraît totalement légitime. Je ne partage pas leur avis. Je pense que l'indépendance des banques centrales nous apporte toujours énormément d'avantages, et comme je l'ai dit, je pense qu'il y a des moyens et très efficaces de lutter financièrement contre le risque climatique qui ne met pas en cause cette indépendance. Donc après on peut avoir une autre séance sur et donc je ne crois pas qu'il faille qu'on aille vers un régime où la Banque centrale redevient un bras armé du gouvernement et finance le gouvernement par la création monétaire. C'est une question légitime, personnellement je réponds dans l'absolu. Après, il y a une petite déclinaison, si j'ose dire, géographique à cette question, c'est que nous sommes dans la zone euro. Et la zone euro, c'est un contrat de mariage entre maintenant 19 pays. Et dans ce contrat de mariage, il y a marqué la Banque centrale est indépendante. Et donc, après, la question, si on va jusqu'au bout de la question, c'est est-ce que cela vaut la peine de sortir de la zone euro pour lutter contre le changement climatique? Et je pense que, là aussi, ça ne me surprendrait pas que parmi ceux qui nous écoutent, il y en ait un certain nombre qui pensent ceci. Et je vais leur dire pourquoi, à mon avis, en plus de tous les arguments que j'ai développés, ça n'est pas une bonne idée. Ça n'est pas une bonne idée. Je pense que nous porterions beaucoup plus mal en dehors de la zone euro. Je pense que nous aurions des taux d'intérêt beaucoup plus élevés. Et je pense surtout que le risque climatique, on l'oublie parfois dans les conversations, le risque climatique est un risque global. Ça n'est pas ce que la France pourrait faire toute seule en matière climatique qui va changer le rythme d'élévation des températures et de concentration de gaz carbonique. Nous sommes d'ailleurs, il faut quand même le rappeler de temps en temps, il n'y a pas de raison de se refuser la félicitation numérique. Nous sommes un des pays et une des zones où le taux d'émission par habitant a baissé le plus depuis 10 ou 15 ans. Donc le vrai problème du risque climatique, il est de parvenir à un consensus mondial. Modulo ce qu'on importe, si je puis me permettre quand même. Modulo ce qu'on apporte. Le carbone qu'on importe, c'est-à-dire qu'on a réussi à baisser les émissions en France, mais très ravi d'avoir un autre débat on l'a exporté quand même. Aussi, je serais ravi d'avoir un autre débat là-dessus. Mais ce qui me paraît certain, enfin, je pense qu'on va d'accord, quoi qu'on pense du carbone importé, le fait de briser la zone euro ne changera pas grand-chose à cette équation. Hein. Donc, je crois qu'il faut quand même, bien réfléchir. Alors, je comprends que en ce moment, on considère que la stabilité des prix est complètement garantie. Réfléchissez bien. Réfléchissez, est-ce qu'on aurait toujours 0,6% de taux d'intérêt? Est-ce qu'on aurait nos banques suralimentées en liquidité, peut-être trop aux yeux de Jézabel? Est-ce qu'on aurait le crédit aussi disponible? Est-ce que nos entreprises auraient été soutenues comme elles le sont depuis le début de la crise du Covid?
si nous ne faisions pas partie d'un grand ensemble. Mais j'ai une remarque juste là-dessus du chat qui me semble intéressante, effectivement, c'est peut-être de prendre la contraposée. C'est que la Banque centrale indépendante, peut-être par rapport au gouvernement, ça a des avantages, effectivement, que tu as décrits. Ça peut être un objectif désirable, je le conçois. Mais est-ce que la contraposée, c'est pas du coup que c'est la souveraineté privée des banques, mais des banques privées cette fois-ci? Est-ce que, et comme on a effectivement constaté tout à l'heure certaines défaillances de marché, pour le dire vraiment poliment, est-ce que finalement cette souveraineté privée des banques, ce manque de friction, alors qu'on évoquait tout à l'heure, est pas finalement aussi un problème? Alors, tu poses deux questions là, c'est dommage, il faudra qu'on ait d'autres débats, parce que tout ça, c'est des questions absolument passionnantes. Hein. Tu poses deux questions. D'abord, les banques, on peut les réguler. Et puis, c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui pensent que les banques ont un pouvoir de création monétaire et elles ne devraient pas avoir un pouvoir de création monétaire. Je pense que c'est un petit peu ce qu'il y a derrière ta question quand tu parles de souveraineté privée. Hein. Et ça, c'est une question qui va ressurgir, qui a surgi dans un pays qui n'est pourtant pas complètement anti-bancaire comme la Suisse, où il y a eu un référendum sur la monnaie souveraine il y a 3 ans, je crois, qui a été décidé contre la monnaie souveraine à 65-35. Ça aussi, c'est un débat légitime. Hein, c'est un débat légitime. Le système actuel a... Pas contre la monnaie souveraine, hein, c'est contre la monnaie bancaire, hein, si je puis dire, contre la monnaie créée par les banques. Il s'agissait de redonner le pouvoir de création monétaire à la Banque centrale. Mais il y en a 65 qui ont dit non. Oui, d'accord, mais c'était pas contre la monnaie souveraine, c'était contre la monnaie, la monnaie des banques. 65 se sont prononcés contre la monnaie souveraine. C'est bien ça. Ils ont répondu non à la question est-ce qu'il faut supprimer la monnaie privée. Donc c'est bien ce que je dis. Là aussi, c'est une question légitime. On n'a pas beaucoup le temps de la traiter aujourd'hui. Mais on est entré clairement dans une période où beaucoup de gens s'intéressent à la monnaie. Je crois qu'il faut. C'est très très bien parce que pour terminer, et après je me tairai, mais la monnaie pour moi, ça n'est pas seulement un instrument. Hein. C'est une valeur commune que l'on partage. Hein, on est d'accord. Attendez, je termine, Isabelle, c'est une valeur commune que l'on partage hein, et qu'il faut protéger. Voilà. Donc on a plusieurs valeurs communes que nous partageons, la monnaie, l'environnement, le climat. Et il faut essayer de protéger les uns sans déstabiliser les autres. C'est ça qui est difficile. Bien, je vais juste, Isabelle, te laisser dire un dernier mot, mais vraiment en 30 secondes. Et puis, je pense que bon, on pourrait durer 2 heures de plus sans aucun problème, mais on ne pourra pas le faire. Ceci dit, si ça vous intéresse, et moi j'aimerais bien parler aussi justement de ce que les États pourraient faire et du budgétaire, donc peut-être qu'une deuxième invitation à venir, on verra. Si vous voulez continuer le débat, ça me ferait plaisir en tout cas de pouvoir l'animer. Mais avec grand plaisir. En tout cas, Isabelle, peut-être pour terminer là-dessus sur la souveraineté. Donc peut-être une chose que j'aurais dû dire aussi pour les auditeurs qui nous écoutent. En gros, dans les temps normaux, voilà, 90% de la monnaie est finalement créée par les crédits qui sont octroyés aux citoyens et aux entreprises par les banques. Donc quand on parle de planche à billets, de politique monétaire, etc., on peut avoir l'impression qu'en fait c'est la banque centrale qui crée la monnaie, mais en fait non, essentiellement ce sont les banques privées. La banque centrale intervient pour essayer de faire bouger la masse monétaire, essentiellement dans les périodes de crise, via des outils qu'on a décrits, quantitative easing, etc. Mais j'imagine que ça a été évoqué de toute façon lors de la deuxième séance, donc voilà, c'est juste pour rappeler qu'effectivement, il y a un sujet de qui crée la monnaie, et en pratique, ce sont les banques privées qui créent la monnaie. Ce serait un gros sujet, en effet, de parler de la monnaie que créent les banques et de la monnaie que créent les banques centrales. Ce sont deux monnaies différentes, bien sûr, dissocier les deux, même si les deux sont censés être liés, d'accord, mais le lien, justement, c'est pas mal distant. Aujourd'hui, les banques centrales créent énormément de monnaie pour refinancer les banques, pour acheter des titres. Et si on pouvait mettre cette monnaie centrale davantage au service de l'économie et davantage au service de la transition écologique, eh bien, ce serait formidable et on aurait vraiment une monnaie qui serait l'expression du bien commun. Jean-Pierre disait, la monnaie, ce n'est pas qu'un instrument, on est tout à fait d'accord là-dessus, ça doit être l'expression du bien commun, et aujourd'hui, elle ne l'est pas. Mais c'est un autre gros sujet, là, je crois. Là, on pourrait ouvrir un autre débat sur cette
questions-là. J'aurais très envie aussi de vous interroger sur du coup la théorie monétaire moderne qui quelque part voit aussi les bons du trésor, en tout cas lorsque en dehors de la zone euro, hein, puisqu'on a l'eurosystème, mais qui voit quelque part les bons du trésor comme étant une extension de la monnaie, hein, et quand elle est utilisée sur les marchés comme collatéral très liquide, c'est vrai que quelque part peut-être que les bons du trésor dans la zone euro sont peut-être une monnaie M4, Isabelle, je ne sais pas. Mais bref, je m'égare un peu. Tout d'abord, mes excuses auprès du chat. Le débat fut intense et animé, donc il y a beaucoup de questions que j'ai pas pu prendre. Je suis le premier à le regretter, donc je vous présente mes plus plates excuses. C'est aussi pour ça que ce sera avec plaisir que qu'on répondra, je pense aussi d'ailleurs sur Twitter ou par d'autres biais aux questions que vous vous posez encore. J'ai bon espoir aussi de pouvoir peut-être refaire une session avec Isabelle et Jean-Pierre à l'occasion pour aussi couvrir ce qui n'a pas été couvert et vous passer des questions avant, comme ça vous pouvez préparer vos propos. Mais je crois que ça va faire bientôt 2 heures, donc on va toute bonne chose ont une fin. Quelques petits conseils de lecture peut-être, Mickaël, parce que moi j'ai l'impression qu'on n'a pas. On n'a pas complètement fait le tour de la question, et donc si certains veulent approfondir, eh bien qu'ils aillent notamment sur le site de Veblen voir le dossier qu'on avait réalisé sur la Banque centrale européenne à l'heure des décisions avec 2 notes, une sur l'approche actuelle qui la remet un petit peu en question, et puis une autre qui fait le tour des options de verdissement. Il y a également ce rapport là du NGFS que j'ai évoqué, qui est très fourni, très pointu sur les options de verdissement, et que nous avons commenté aujourd'hui même à l'Institut Veblen. Donc il y a une note qui a été publiée. Ça permettra peut-être de poursuivre un peu la réflexion sur ce sujet. Et promis, Jean-Pierre, on va faire une note sur le verdissement de la régulation financière, et on va montrer que ce n'est pas du tout en contradiction avec le verdissement de la politique monétaire. Au contraire. Oui. Moi, je raisonne avec des « et » plutôt qu'avec « ou ». Je trouve ça plus intéressant. J'embête mes élèves avec ça tous les ans, donc si tu as besoin d'un co-auteur, ma chère Isabelle, ce serait avec grand plaisir. Blague à part, et aussi en toute pluralité, toutes les ressources bibliographiques aussi que Jean-Pierre nous a passées vont être aussi mises sur le site de la plateforme. Donc je vous encourage à jeter un œil au site, hein, qui a été advertisé, désolé Jean-Pierre, mon français, il se fait tard, par Sarah en début de session. Mais voilà, le débat continue sur la plateforme. Il y aura des délibérations plus tard après les 5 webinaires, donc on vous encourage à y jeter un œil. Les références bibliographiques y seront également. Et puis moi, dans une lecture peut-être un peu entre vous deux, je dirais, une lecture que moi je suggérais à titre plus personnel, c'est le rapport du Green Swan par la Banque de France et la Banque de Bâle, sponsorisé par le NGFS que tu évoquais, qui parle un petit peu des problèmes épistémologiques finalement avec la capacité de la finance à réagir à un événement comme ça de type changement climatique. C'est passionnant, c'est bien foutu, et on n'est ni chez des orthodoxes extrêmes ni chez des hétérodoxes extrêmes. On est pour le coup, c'est un rapport assez sympa très bon rapport. Voilà, que je vous encouragerais à lire pour la culture. Voilà. Mais bon, bah voilà, je vous remercie encore, je remercie le chat, je remercie aussi le chat pour sa patience, pour ceux que je n'ai pas pu effectivement, pour qui je n'ai pas pu prendre les questions, mais on n'a pas tout couvert, on en reparlera, le débat continue sur la plateforme European Citizen Banks, puis sinon on est tous actifs par nos écrits, sur Twitter, etc. Donc je suis sûr que si vous voulez nous interpeller, nous poser des questions, Isabelle, Jean-Pierre comme moi-même, nous sommes à votre disposition. Merci à vous deux encore une fois de vous être prêtés au jeu. Merci, je sais que c'est pas facile, encore plus à distance. Peut-être, Isabelle, je te fais un gros clin d'œil, mais peut-être un futur panel pour la chaire économie et prospérité à la rentrée après le confinement. Mais, oui, tout à fait. En tout cas, voilà, merci encore à tous les deux, Jean-Pierre, Isabelle, et à la prochaine. Ciao. Merci.